Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux un jeudi soir de printemps avec le soleil qui revient dans les cœurs et avec cette conférence absolument extraordinaire que nous allons partager ce soir ensemble. On est ravis d'accueillir les éditions Payot, d'accueillir notre chère Karine Jacquemart, merveilleuse Karine Jacquemart. Merci de votre accueil. On peut y aller, hein, c'est une rockstar. Donc, en préparant cette soirée avec Karine, on s'est dit, mais évidemment que l'idée du partage, de la rencontre, d'une signature pour la sortie de ce livre formidable. Vous avez les éditions Parage, la librairie Parage qui vous donne la possibilité d'acheter ce livre fantastique que vous devez tous vous arracher à la fin de cette conférence, parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vont être dites ce soir, mais il y a encore plus de choses incroyables à lire dans ce livre formidable des dangers de notre alimentation. Et on est ravis de vous avoir ici. C'est une ancienne usine de 1912 qui est devenue un lieu qu'on appelle un générateur un peu d'énergie nouvelle. Ici, on est un centre culturel, un centre d'art où on fait à la fois des concerts de musique, des conférences, une très belle exposition sur la mémoire de l'exil. Si vous voulez la voir aussi tout à l'heure en buvant des coups, vous pouvez monter voir l'exposition. Et on est un lieu vraiment de reliance, de résilience, un lieu évidemment un peu de résistance aussi dans ces temps qui sont difficiles. Et donc pour nous, ça fait tellement sens, évidemment, d'accueillir Karine ce soir, d'accueillir Serge Ekberg, on va discuter évidemment ce soir, Pauline Scherer, magnifique, Michaëlé, et puis la merveilleuse artiviste Coquelicot, Hélène Martinelli, qui va nous permettre de partir en musique à la fin de cette conférence. Je vous remercie beaucoup et je passe la parole aux éditions Payot. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être si nombreuses et nombreuses pour accueillir ce livre autour de Karine et autour de ses invités. Alors, un immense merci au Consulat Voltaire de nous accueillir gracieusement ce soir pour cette soirée de lancement. Ce livre, c'est un cri de colère d'une citoyenne, mais c'est aussi un appel à faire du lien. Et c'est pourquoi Karine avait à cœur d'imaginer une soirée aussi chaleureuse que militante. Alors je lui laisse la place pour vous présenter la table ronde qu'elle vous a concoctée, pour vous parler de son combat, qui donc, vous l'aurez deviné, commence dans votre assiette. Merci Laure-Hélène et merci Priscilla, merci Consulat et toute l'équipe. Ce lieu, je l'adore. Il est brut, il est authentique, il est créatif, il crée du lien en effet. Donc j'adore vous accueillir ici et partager ce moment. Merci aux éditions Payot, merci Laure-Hélène de ta confiance, merci à toute l'équipe. Voilà, on va essayer de ne pas faire trop long, mais je ne voulais pas être seule ici, donc je vais vous présenter Serge Ekberg, du coup, qui est nutritionniste émérite, c'est comme ça qu'on dit, cher professeur, hein, et qui du coup représente ici la science qui est mise à mal aujourd'hui et qui pourtant on doit écouter pour mettre en priorité la santé publique. Je vais y revenir, mais je tenais à avoir cette voix d'un scientifique engagé qui plus est, et on en a besoin plus que jamais. Et puis je vais vous décrire les dérives de ce système agroalimentaire aujourd'hui en quelques lignes et surtout comment j'ai envie avec vous de redonner du mouvement, de l'action, de l'espoir. Mais pour faire ça, j'ai eu aussi envie d'être épaulée par Pauline et par Michaëlé qui nous viennent de Montpellier et qui vont témoigner d'alternatives en fait, parce que ce que je veux vous dire, c'est que si on est dans un système verrouillé, que je vais encore une fois décrire là dans 2 minutes, mais on va pas être enfermé dans ce verrou, donc restez avec moi le temps où on décrit ce qui ne va pas, parce qu'on va parler de comment ça peut aller, et on en a ici des témoins avec justement des expérimentations de terrain, réelles, humaines, locales, et qui donnent tellement d'encouragement et d'espoir. Merci d'être là.
Alors du coup, je vais faire l'introduction pour parler de ce qui ne va pas, c'est mon rôle. Hein. On dit des fois il y a good cop, bad cop. Moi, c'est bad cop, c'est connu. Je sais qu'il y a ici des gens qui me voient aussi dans des réunions professionnelles de temps en temps. Pas plus tard que lundi dernier, notamment, n'est-ce pas, un sommet sur l'obésité au ministère de la Santé. bonsoir, professeur Nizri, bienvenue, merci d'être là. Et du coup, il en faut parce qu'il faut un peu secouer ce système et ne pas laisser croire la minorité de tout-puissants qui domine ce système que c'est OK en fait. Parce que ça n'est pas du tout OK. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on ne va pas accepter l'inacceptable. Donc celles et ceux qui suivent déjà les combats de Foodwatch le savent. On est là pour dénoncer les dérives, pour dénoncer ce qui ne va pas, mais basé sur des faits, avec les scientifiques. On se fait l'écho surtout des recommandations des scientifiques, mais manifestement ça ne suffit pas. Alors on va agir. Le constat aujourd'hui, c'est que l'alimentation saine, accessible, durable, abordable, digne, choisie, chaque mot compte, ça devrait être un droit fondamental. C'est même dans les traités internationaux. Ce que je rappelle, hein, évidemment, je ne vais pas vous le dire à chaque fois, j'ai mis plein de références justement dans le livre, c'est l'objectif. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas dans le monde. C'est comme ça que moi, il y a plus de 20 ans, j'ai commencé par être engagé à Action contre la faim, parce que je voulais contribuer humblement à lutter contre la faim. Et ce n'est pas du tout le cas non seulement en Afrique, mais ce n'est pas du tout le cas non plus chez nous. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un système où on a toujours autant de personnes dans la faim qu'il y a 20 ans quand j'ai commencé à m'engager, c'est-à-dire presque 800 millions de personnes dans le monde. Mais on a 3 fois plus de personnes qui sont en surpoids et en obésité. Pourquoi? Parce que c'est une des conséquences négatives d'un système mondialisé de malbouffe qui profite à quelques-uns au détriment de l'intérêt général et de la santé publique. C'est ça le constat. Voilà. Et moi, je ne suis jamais là, ni avec l'équipe, pour jouer sur les peurs. Mais ce sont les faits, ce sont les chiffres qui sont rappelés dans ce livre pour qu'on se rappelle de cette réalité qui est totalement injuste. Et puis, il y a une double peine. La double peine, c'est pour les personnes dans la précarité. Parce que quand on est dans la précarité aujourd'hui, on a encore moins le choix. Et vous entendez souvent une petite musique qui essaye d'opposer les agriculteurs, agricultrices avec les consommateurs, consommatrices. Une petite musique qui cherche à mettre la responsabilité sur les consommateurs. Et puis finalement, ces pauvres qui ne sauraient pas ce qu'il faut manger, ils sont peut-être pas assez intelligents pour savoir qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Ça, on nous le répète, l'injonction, on nous la répète toute la journée. Donc si on sait, merci. Seulement, ce n'est pas possible, parce qu'aujourd'hui, on est dans un système qui prive des millions de personnes d'accès à une alimentation saine. Et quand on regarde bien ce système, ce qu'on voit, c'est qu'on a un agriculteur, une agricultrice sur 6, ce sont les chiffres de l'INSEE, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ça, c'est en amont de la chaîne. Et puis, au bout de la chaîne, on a des millions de personnes qui sont dans la précarité alimentaire, dans l'insécurité alimentaire, dans ce pays qu'est la France. C'est totalement inadmissible, vu qu'on est une des premières puissances économiques au monde, et c'est bien évidemment pas une fatalité. Pourquoi on en arrive là? On en arrive là parce que ce qu'on ne veut pas voir, et ce que du coup, avec Foodwatch, c'est ce que j'ai voulu encore plus montrer avec ce livre, on va nous voir, montrer et partager le plus largement possible, c'est le but, c'est qu'en fait, il y a une poignée de multinationales qui contrôlent ce système. Contrôle des terres, contrôle des semences, contrôle du marché des céréales, contrôle de la spéculation sur les denrées alimentaires. Mais même là, chez nous, quand vous allez faire vos courses, il y a à peu près 70 multinationales qui contrôlent le marché alimentaire. Et on a des anciennes de la grande distribution, les 5 plus grandes que vous connaissez, contrôlent 80% du marché. Et 70% des achats alimentaires sont faits dans les supermarchés aujourd'hui en France. Et ça aussi, c'est organisé. C'est parce que, vous savez, il y a plein d'endroits où il n'y a plus de petits commerces, on ne nous laisse pas trop le choix. Et dans ce système, finalement, qui est contrôlé comme ça par quelques-uns, ce marché, il est orchestré de toutes pièces pour être un marché à 2 vitesses. Si vous avez les moyens, vous aurez accès à une alimentation plus saine. Mais si vous avez un pouvoir d'achat limité, ça tombe bien, le reste des politiques fait en sorte que beaucoup de gens ont de plus en plus un pouvoir d'achat limité, alors vous allez être fléchés vers des produits qui sont moins équilibrés. Et on l'a prouvé. Et bien évidemment, c'est repris avec beaucoup de témoignages dans le livre, mais Foodwatch l'avait déjà prouvé l'année dernière, et c'est ce fil que j'ai eu envie de tirer, en montrant qu'il y avait eu clairement des profiteurs de l'inflation, quand il y a 1 an et demi, il y avait plus de 20% d'augmentation sur les prix alimentaires, et des millions de gens qui faisaient la queue pour une aide alimentaire, qui par ailleurs est d'extrêmement mauvaise qualité dans notre pays, et ça non plus, c'est pas OK. Donc, aujourd'hui, on a des profiteurs qui ont tendance à faire des marges plus fortes sur les produits plus sains, et, quand vous voulez, des petits prix qui se prétendent être les alliés des gens qui veulent des petits prix, mais sauf que les petits prix,
ça a un coût phénoménal. Ça a un coût sur la santé publique, ça a un coût humain sur la dignité, et ça a un coût aussi sur l'environnement. Et c'est chiffré, je ne vais pas vous bombarder de chiffres, encore une fois, tout ça est dans les études et dans le livre. Il y a eu plusieurs études récentes, ce sont des milliards d'euros. Et après, on vient nous dire qu'il n'y a pas d'argent. Donc en fait, ce n'est pas une fatalité, il faut remettre les responsabilités là où elles sont. Et surtout, ce que j'ai voulu montrer avec ce livre, c'est que les violences, les discriminations, le système de domination, finalement, sur notre système alimentaire, c'est malheureusement le reflet des violences, des discriminations, du système de domination dans toute notre société. Et à l'heure où on a un second mandat de Trump et tout ce qu'on entend quotidiennement, malheureusement, plus que jamais, ce système de domination cherche à écraser une majorité au profit de quelques-uns. Alors plus que jamais, je vous le dis, on n'est pas obligé d'accepter l'inacceptable. Bien sûr qu'on peut dénoncer, mettre de la lumière. Le problème, c'est l'opacité, l'impunité. Le problème, c'est qu'ils croient que pas vu, pas pris, on peut continuer. Alors non, personne n'est au-dessus des lois, même pas Nestlé. Coucou Nestlé. Ça fait 2 fois que Foodwatch reporte plainte. Non, personne n'est au-dessus des lois. Et surtout, personne n'est au-dessus des droits fondamentaux, de tous les droits fondamentaux, de toutes les minorités, de toutes, de tous. Mais aussi du droit à l'alimentation. J'ai toujours pensé que l'alimentation, c'est clé parce que c'est à la fois à la croisée des inégalités, mais c'est aussi tellement à la croisée des enjeux de la société, environnementaux, humains, de santé publique, que c'est aussi la clé de la solution, j'en suis persuadée, et c'est pour ça que je serais très heureuse d'entendre votre témoignage. Mais ne nous laissons pas faire, d'autant plus que les scientifiques sont en danger, et je vais laisser le témoignage à Serge, et je ferai juste un mot de conclusion à la fin. Merci beaucoup. Bien, je voudrais d'abord commencer par remercier Karine pour son invitation. C'est un énorme plaisir d'être là. C'est aussi l'opportunité, avant que je donne quelques mots d'introduction, je ne sais pas très bien ce que je vais vous dire que vous ne sachiez déjà. En plus, Karine a déjà dressé un tableau qui recouvre un peu les éléments que je souhaitais aborder. Mais je voulais remercier vraiment Karine pour son engagement au service du bien commun depuis de nombreuses années. Et j'ai eu la chance, au cours de ces 10 dernières années, de travailler avec Karine et toute l'équipe de Foodwatch. Et je peux donc témoigner de l'importance du rôle qu'ils ont dans le domaine qui est le mien, qui est celui de traduire des données scientifiques en termes d'action de santé publique face à des forces souterraines qui s'y opposent. Puis je voudrais dire que j'ai lu le livre de Karine, il est vraiment remarquable. Je pensais connaître beaucoup de choses sur Foodwatch et sur Karine. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai eu aussi beaucoup de plaisir de retrouver des combats communs. Donc, pour le scientifique que je suis, puisque je suis à la fois un médecin épidémiologiste et nutritionniste et qui a fait une grande partie de sa carrière en tant que chercheur, travaillant sur les relations alimentation-santé, mais j'ai travaillé dans un domaine où les applications en termes de santé publique étaient directes. Et j'ai eu cette chance de vivre un continuum allant de la recherche à l'action de santé publique, puisque j'ai eu la chance, ou la malchance, je ne sais pas, de présider le programme national Nutrition Santé au sein du ministère de la Santé, ce qui m'a permis de voir également comment fonctionnait le système, donc vu de l'intérieur. Donc, je me suis bien demandé qu'est-ce que je peux apporter au débat, et je voulais peut-être juste rappeler, peut-être dans une vision historique, que en fait, la nutrition et ses relations avec la santé, qui est le domaine dans lequel je travaille et dans lequel nous avons été associés avec Foodwatch dans plusieurs combats, c'est pas si ancien que cela en termes de reconnaissance. Lorsque jeune médecin, j'ai commencé à travailler dans ce domaine, la nutrition n'était absolument pas reconnue comme une discipline médicale et ni même reconnue comme un sujet digne d'intérêt. On nous disait souvent, qui nous intéressait à ce qu'apporte un pot de yaourt, il y avait un côté un peu trivial et on ne reconnaissait ça pas comme une science. Alors de ce côté-là, on a beaucoup progressé en 40 ans, puisqu'aujourd'hui la nutrition est reconnue réellement comme une discipline médicale, comme quelque chose qui s'appuie sur des bases scientifiques. Et c'est vrai que depuis quelques décennies, on a beaucoup progressé sur les connaissances entre l'alimentation et la santé. Et surtout, on a réussi à prendre conscience que la nutrition, ce qui recouvre à la fois l'alimentation,
et l'activité physique, ce qui rentre et ce qui sort pour faire simple, c'est un déterminant majeur de la santé qui intervient dans le déterminisme des grandes maladies chroniques auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés, alors en France, en Europe et dans le monde, et comme l'a rappelé Karine, également dans les pays du Sud, et que c'est un déterminant qui intervient sur ces grands enjeux de santé publique que sont bien sûr l'obésité, mais également toutes les maladies en lien avec la nutrition, certains cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension, etc. Et surtout, ce que l'on a pris conscience et qui est tout à fait fondamental, c'est que c'est un levier sur lequel il est possible d'agir. Toutes ces grandes maladies chroniques auxquelles nous sommes confrontés, qui ont un coût humain, qui ont un coût social et un coût économique extrêmement important, sont des maladies multifactorielles. Il y a bien sûr des facteurs génétiques, des facteurs biologiques, métaboliques, mais il y a des facteurs comportementaux. Alors il y a des facteurs sur lesquels on ne peut pas agir, on ne peut pas choisir son grand-père et sa grand-mère, on ne choisit pas ses aïeux, on ne choisit pas ses gènes, donc on ne peut pas intervenir pour le moment, et espérons peut-être pour toujours, sur ces facteurs génétiques, mais par contre le contenu de son assiette ou l'environnement, l'hygiène de vie liée à l'alimentation, c'est quelque chose sur lequel il est possible d'agir au niveau individuel et au niveau collectif. Et donc, on a une marge de manœuvre pour laquelle on peut espérer mettre en place des actions et des mesures qui permettent de réduire le risque de ces maladies. Donc ça, c'est quelque chose qui est acquis. On sait beaucoup de choses maintenant en nutrition. Alors bien sûr, sur le rôle des fruits et légumes, sur le rôle des produits céréaliers complets, sur les dangers du gras, du sucre, du salé, les risques liés à la consommation excessive d'aliments ultra-transformés. On connaît beaucoup de choses également sur des facteurs environnementaux qui peuvent contribuer au risque de maladie. On ne sait pas tout, on va encore apprendre beaucoup de choses dans les années qui viennent, mais on sait suffisamment aujourd'hui pour traduire ces connaissances en termes d'action de santé publique. Et ce qui est aujourd'hui important, c'est qu'on a identifié les facteurs sur lesquels on peut jouer. On a identifié également, depuis quelques années, les mesures de santé publique à mettre en place pour réduire le risque des maladies chroniques liées à la nutrition. Et pourtant, il y a un gap qui reste, c'est qu'on a beaucoup de mal à traduire les connaissances scientifiques, même si elles sont étayées par de très nombreux travaux, en termes d'action de santé publique, notamment à partir du moment que celle-ci nécessite une volonté politique, et surtout lorsque ces mesures, ces actions, ces outils qui sont proposés en termes de santé publique se heurtent à des grands intérêts économiques. Et donc, la difficulté de ce que l'on rencontre quand on fait de la nutrition de santé publique, et je pense que vous en êtes tout à fait conscient, c'est qu'il ne suffit pas qu'il y ait la science. Encore faut-il que l'on puisse la traduire en termes d'action de santé publique. Et là, c'est le grand enjeu, la grande difficulté, car en face des connaissances scientifiques, en face donc de leur traduction en termes d'action de santé publique, on a affaire à des poids économiques extrêmement considérables. L'Association nationale des industries agroalimentaires, qui recouvre l'ensemble du tissu agroalimentaire français, des entreprises, c'est 180 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 250 000 emplois à la clé. La grande distribution, à travers de son syndicat, la Fédération du commerce et de la distribution, c'est 200 milliards de chiffre d'affaires, c'est 450 000 emplois. Donc, on n'est pas toujours dans la même cour quand on est un scientifique par rapport à ces poids très lourds. On est des poids extrêmement légers et il est extrêmement difficile de réussir à convaincre les politiques, nos gouvernants, de l'intérêt de mettre en place ces mesures de santé publique qui auraient des conséquences en termes d'impact sur ces maladies et même sur des volets économiques, en termes de dépenses de santé, en termes de productivité au travail, etc., à partir du moment qu'ils savent qu'il y a en face ces grands poids lourds économiques qui vont mettre en place toutes les stratégies pour bloquer, retarder, faire pression. Et le chantage à l'emploi,
fait partie des stratégies habituelles auxquelles, évidemment, les politiques sont parfois sensibles. Alors, ce qui était tout de même intéressant ce qui m'a beaucoup passionné, alors beaucoup de choses m'ont passionné dans ton livre, Karine, mais tout le chapitre à la fin qui donne des pistes d'espoir que l'on peut avoir sont des éléments extrêmement encourageants pour les scientifiques. On est conscient qu'on peut apporter à des organisations comme Foodwatch et d'autres le substrat scientifique qui permet à développer des actions. On a besoin, nous, scientifiques, pour pousser nos actions de santé publique, que se mobilisent des forces de la société civile, notamment qui représentent la défense des consommateurs et qui sont extrêmement actifs comme Foodwatch. Mais c'est vrai que le nombre de victoires se compte quand même sur le bout des doigts au cours des dernières décennies. J'ai présidé pendant 20 ans le programme national nutrition santé. Daniel Nizri, qui est là, le préside depuis aussi quelques années. Quand on fait le bilan réellement des réussites, certes, on a progressé en ce qui concerne certains aspects autour de l'éducation, autour du développement d'un contexte dans lequel les citoyens, consommateurs, les industriels, les professionnels de santé, toutes les professions relais ont un cadre de référence. Donc on a progressé, mais à partir du moment où il faut mettre en place des mesures politiques qui nécessitent un engagement extrêmement fort, taxer, pour faire simple, la junk food et subventionner les aliments favorables à la santé, réglementer le marketing pour éviter une exposition permanente à la promotion de produits qui ne sont pas les plus favorables à la santé. Donc, avoir des réglementations fortes, avoir des standards de référence sur la qualité nutritionnelle des produits, mettre en place un système d'information nutritionnelle. La bataille du Nutri-Score est emblématique de ces difficultés à mettre en place ces mesures, même quand elles sont très largement étayées par la science. Eh bien, tout ça, on a très peu de victoires. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que tout de même, on arrive à une espèce de révolution culturelle dans le champ de la nutrition. Pendant des décennies, on a limité l'action de santé publique à de l'éducation. Alors, loin de moi de dire que l'éducation n'est pas importante, elle est tout à fait fondamentale. Mais ça posait le problème, et ça arrangeait bien d'ailleurs le milieu industriel, ça posait le problème au niveau des individus. Ça responsabilisait l'individu, comme s'il suffisait d'éduquer les individus pour que ceux-ci puissent avoir accès à une alimentation qui soit saine, bien équilibrée, bonne pour lui et pour la planète, etc. Alors on sait aujourd'hui que, bien sûr, l'individu n'est pas souverain dans ses choix alimentaires. Il fait l'objet de pressions extrêmement fortes, que ce soit la publicité, le marketing, que ce soit des pressions de type économique qui rendent difficile l'accès à des aliments de bonne qualité nutritionnelle aux populations les plus précaires. Il est devant une offre alimentaire qui est fabriquée par les industriels qui définissent la composition nutritionnelle des produits, qui n'est pas obligatoirement la plus favorable, la plus vertueuse et la plus optimale, même s'il y a des marges de manœuvre qui permettraient de l'améliorer. Donc, on ne peut plus aujourd'hui accepter l'idée qu'il faut reporter uniquement sur l'individu la responsabilité des problématiques auxquelles il est confronté en termes de nutrition. Ce qu'il faut, c'est réellement être capable donc d'agir sur l'environnement dans lequel il vit, de manière à ce que l'environnement alimentaire soit par défaut un environnement qui soit le plus favorable à la santé. Et donc, c'est là où on se heurte à ces difficultés. Et c'est vrai que toutes ces forces souterraines qui arrivent à toucher les politiques, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des parlementaires, que ce soit au niveau des différents acteurs de la société civile, arrivent réellement à bloquer les mesures qui sont mises en place. Mais pour conclure avec la note d'optimisme que j'évoquais au travers de la lecture du livre de Karine, c'est que tout de même, ce que l'on ressent, et moi qui suis un scientifique maintenant en fin de carrière, même très en fin de carrière, avec
40 ans de recul, c'est cette évolution dans la mobilisation sociétale. C'est-à-dire, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, la mobilisation citoyenne, les actions citoyennes, on en verra des exemples, les actions déconcentrées au niveau local, la mobilisation du monde associatif, alors bien sûr, il faut d'autres, mais beaucoup d'associations se mobilisent, et c'est ça qui donne aussi aujourd'hui de l'espoir. Et donc, j'espère qu'on aura l'occasion, dans ces échanges, de pouvoir eh bien, aller un petit peu plus loin dans cet espoir. Et je cite toujours, pour moi, ce qui est un peu une devise et une source d'espoir, c'est la nécessité, bien sûr, de se battre. Et Bertolt Brecht, ce grand dramaturge, disait « Celui qui se bat n'est pas sûr d'avoir gagné, mais celui qui ne se bat pas est sûr d'avoir perdu. » Merci beaucoup Serge. Et oui, il y a plein d'alliés, d'experts, d'associations ici et surtout dans l'écosystème dans lequel on travaille. J'en vois plein ici et c'est vraiment ensemble qu'on fera bouger les choses. Et puis moi, c'est mon rôle de dire aussi les choses un petit peu plus directement. Donc il y a d'autant plus besoin en fait de s'appuyer sur les informations, les expertises. Mais il y a d'autant plus besoin de faire du bruit que pas plus tard qu'hier, on avait encore une ministre de l'Agriculture en poste, bonjour Madame la Ministre, qui tout simplement s'exprimait au Sénat, je crois, hein, je regarde mon équipe, qui tout simplement s'exprimait au Sénat pour expliquer que le Nutri-Score, c'était pas du tout intéressant et puis que franchement, ça n'arrangeait pas certaines filières comme le Roquefort, bonjour Lactalis, et que du coup, ce serait quand même pas mal de le mettre au placard. Sachant que c'est un des outils, exactement, sachant que c'est un des outils, vraiment, c'est pas le seul, mais c'est un des outils développés par des scientifiques de façon indépendante, qui peut enfin donner une information aux consommateurs, consommatrices, et que là, on a quand même une ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation qui, au détriment de tous les experts de santé, qui, au détriment des combats de toutes les associations européennes depuis des années, et alors que justement c'est mis en difficulté pour le rendre obligatoire à l'échelle européenne, vient tout simplement savonner la planche. C'est ce qu'on appelle de l'irresponsabilité, et il est temps de remettre de l'ordre là-dedans. Voilà. Mais ça, on ne pourra le faire qu'ensemble. Et je vous redis un mot en conclusion pour être sûr de vous avoir trop motivé. Mais pour le moment, je vais passer la parole. Je veux juste dire que, je redis, il y a 70% des achats alimentaires aujourd'hui qui sont faits dans les supermarchés. Ça leur donne un pouvoir de contrôle et de décider qu'est-ce qu'ils mettent dans les rayons et à quel prix. Qu'est-ce qui est rendu accessible ou pas? On a fait une enquête qu'on a publiée mi-janvier et qui redémontrait dans 12 catégories de produits, qu'il y a du sucre ajouté partout, même là où ça n'a rien à y faire et où on ne s'y attend pas, comme des boîtes de conserve de petits pois. Et que sur tous les produits qu'on a étudiés, plus de 400, je regarde l'équipe là, bravo, dans 12 catégories de produits, dans chacune des catégories, on a regardé les 5 produits les moins chers, la quantité de sucre en moyenne sur ces 5 produits les moins chers, la quantité de sucre moyenne sur les 5 produits les plus chers. Dans les 12 catégories sans exception, les produits les moins chers sont plus sucrés. Merci les alliés des produits pas chers et de vraiment faire un marché à 2 vitesses pour les personnes qui sont le plus dans la précarité. Donc oui, il faut tordre le bras, dénoncer, exposer, obliger les responsables et l'État, quand c'est de la santé publique, à agir et à stopper ça. C'est pas OK en fait. Mais 2, et c'est là que je veux en venir, et c'est pour ça que je vous remercie vraiment d'être venu de Montpellier pour être avec nous ce soir. Il faut aussi savoir passer en dehors de ces circuits et réinventer du lien, réinventer une autre façon tout simplement d'avoir accès à notre alimentation et remettre de l'égalité, de la démocratie dans notre assiette. Comment on fait? Il y a 1000 façons, il reste beaucoup à inventer, mais il y a déjà des expérimentations incroyablement intéressantes. Michaëlé, si tu veux bien commencer, merci d'être là. Bonjour, je suis Michaëlé Moine-Séram, je suis retraitée. Okay.
Je suis Michaël Moine-Serram, je suis retraitée et je suis membre du comité citoyen de la Caisse alimentaire commune de Montpellier. À la sortie du Covid, une vingtaine d'associations de la région de Montpellier se sont mis ensemble avec des chercheurs, avec des élus, avec différents groupes pour essayer de mettre en place un autre système pour permettre au plus grand nombre d'avoir accès à une alimentation de qualité, saine et choisie. On est allé recruter des citoyens volontaires qui ont commencé à travailler, donc on les a recrutés dans des maisons pour tous, des ciné-débats, des projections, des conférences, et un petit noyau de personnes, 47 au départ, ont commencé à se réunir une fois toutes les 2 semaines, le samedi matin, de 9h à 14h, pour essayer de travailler là-dessus. On a été aidés par des professionnels parce que nous ne connaissions pas tous ces termes, démocratie alimentaire, éducation populaire, tout ça. Donc, ils nous ont formés, ils nous ont expliqué, et on a pris 3 mois, et au bout de 3 mois, la Caisse alimentaire commune de Montpellier était lancée. Cette caisse, c'est un budget commun qui permet de dispenser à chaque expérimentateur de ce groupe un pécule pour aller se nourrir correctement auprès de lieux qui sont conventionnés par le comité citoyen. Donc le 28 janvier 2023, la ville de Montpellier nous a prêté une salle et on a essayé d'expliquer au plus grand nombre qu'est-ce que c'est la Caisse alimentaire commune de Montpellier. On attendait à peu près 300 personnes, il en est venu 700 qui sont restés debout pendant 6 à 7 heures pour nous écouter parler, regarder des petits documentaires qui avaient été faits, et la caisse était lancée. Alors cette caisse, pour permettre à chacun, il fallait travailler sur une cotisation. Cette cotisation est libre, autodéterminée et complètement sans aucun justificatif qui va à l'encontre de toute l'aide alimentaire, où on vous demande 15 000 papiers pour vous donner un panier de produits ultra transformés. Et donc, au départ, on était les 47 et on a commencé à recruter des personnes, on a mobilisé pour arriver à presque 400 personnes sur la ville et la métropole de Montpellier qui, chaque mois, cotisent selon leurs moyens pour recevoir dans chaque foyer 100 MONA, c'est le nom de la monnaie alimentaire que nous avons choisi, qui équivaut à 100 €, pour aller chercher des produits de qualité dans des groupements d'achat comme Vrac et Cocinas, qui revend à prix coûtant des produits bio et ou locaux dans des quartiers prioritaires de la ville de Montpellier. Il y a une épicerie solidaire, un café coopératif, une épicerie, d'autres épiceries, d'autres lieux. Ces lieux ont été choisis par le comité citoyen selon une grille établie pour rentrer dans les critères que nous avons définis. La qualité du produit, la praticité et la gouvernance, l'éthique et surtout permettre aux producteurs que nous avons sollicités de fixer eux-mêmes le prix auquel ils vont vendre leurs produits. Ce n'est pas normal que des producteurs doivent baisser le prix de leur production au point où ils n'arrivent plus à en vivre. Donc nous, on a décidé que c'était le producteur qui fixait son prix et c'était nous qui nous alignions sur ce prix-là. Et donc,
au départ, il y avait 4 lieux de conventionnés. On est maintenant à un tout petit peu plus de 2 ans. Il y a 56 lieux de conventionnés. Il y a 35 producteurs, 11 artisans comme des poulets rôtis, du pain, des produits asiatiques et 11 magasins qui sont conventionnés. Et donc, chaque expérimentateur peut, avec ses 100 monas, aller le dépenser dans ces lieux où il est certain de trouver des produits de qualité qui vont lui faire du bien à sa santé. Moi, je suis arrivée comme simple citoyenne et j'étais déjà adhérente et bénévole au groupement d'achat Vrac et Cocinas. C'est eux qui m'ont fait connaître ce projet de caisse. Et ça m'intéressait beaucoup de savoir que ce seraient des citoyens qui, ensemble, décideraient pour d'autres citoyens, pour leur bien-être. Et ça, j'ai trouvé cette idée absolument innovante et géniale. Donc, j'ai rejoint. À l'époque, j'étais dans une situation de précarité extrême. Mon mari, qui souffrait de la maladie d'Alzheimer, venait d'être accueilli en EHPAD. Et comme la plupart des gens savent, lorsque quelqu'un va en EHPAD, tous ses revenus vont à l'EHPAD. Et moi, d'un seul coup, d'un budget conséquent, je me suis retrouvée avec 700 € par mois pour vivre. J'ai dû quitter mon logement. Heureusement, la solidarité familiale a joué et un de mes gendres me prête un logement que d'habitude il loue à des étudiants. Et donc, avec 700 €, pour manger, il me restait à peu près 2,50 € par jour. Donc, il est vrai que quand on a ce montant pour manger dans la journée, on ne peut pas faire des folies. Si on veut des lasagnes, par exemple, eh bien, on va aller chercher des lasagnes ultra transformées qui coûtent 3 € le kilo, mais qui font 4 repas. Que si vous allez acheter les pâtes, la viande, la tomate et toutes les herbes pour faire des bonnes lasagnes, ça va vous coûter à peu près 8 € le kilo. Donc, on n'a pas le choix, c'est le porte-monnaie qui décide ce qu'on doit acheter. Les semaines où on achète de la lessive, on ne mange pas. Donc, à ce moment-là, j'ai dû me faire offense et aller au Secours populaire. Et pendant 2 ans, j'ai mangé des produits ultra transformés. Et je n'ai, pour ainsi dire, pas vu de fruits, de légumes, de produits laitiers. Déjà, mes enfants me logeaient. Je ne voulais pas en plus leur demander de me nourrir. C'est pour ça que je suis partie au Secours populaire. Et depuis que j'ai la Mona, ça a plus que doublé mon budget alimentaire. Et donc, je ne vais plus au Secours populaire du tout. Je me nourris sainement. La première phase d'expérimentation vient de s'achever. Au mois d'avril dernier, on a proposé notre projet à la Banque des Territoires, l'ancienne Caisse et dépôt de consignation, qui ont accepté de nous suivre. Et donc, on va rentrer dans la phase 2 maintenant. On est en train de recruter 300 personnes de plus qui vont pouvoir venir nous rejoindre. Et on va changer les règles. En ce moment, c'est 100 monas par foyer, quelle que soit la composition du foyer. À partir de la deuxième phase d'expérimentation, on va tenir compte du foyer, c'est-à-dire s'il y a 2 personnes, que ce soit une maman avec son enfant, un couple ou 2 colocataires, ils pourront avoir 150 monas. Si c'est 3 personnes, 180, et si c'est 4 personnes, 220 monas, de façon à équilibrer un petit peu les choses. Pour moi qui suis seule, 100 monas, c'est magnifique. Pour une famille de 4 enfants, c'est pas grand-chose. Donc, le comité citoyen est l'instance qui gère la caisse, qui prend les décisions, qui choisit qui recruter, qui choisit quel lieu où on va dépenser nos monas
et quel sera le montant de cotisation pour tout. Et donc, voilà. Je suis très ravie de faire partie de cette expérimentation. Je fais beaucoup de témoignages parce que je trouve que c'est une façon tellement innovante de reprendre notre vie en main. Et je pense, et j'en suis même sûre, que les bonnes idées peuvent venir des citoyens. Quand on leur donne la parole, ils savent s'en servir et ils la prennent la parole. Et ils font les choses correctement. Ça va être dur de passer après, du coup. Moi, je m'appelle Pauline, je suis sociologue intervenante, ça veut dire que je pratique la recherche-action. Donc, il y a une démarche de recherche qui consiste à la fois à produire des connaissances, mais aussi à agir sur les pratiques, sur la société. Et donc, j'ai fait partie des personnes qui ont initié cette expérimentation de caisse alimentaire commune. Je pense que voilà, vous avez compris à peu près comment ça marche. Peut-être pour vous dire quelques éléments complémentaires, c'est d'une part que le cœur finalement de cette expérience, c'est justement comment on fait de l'alimentation un sujet de démocratie. Je pense que ça a été bien exposé jusque-là. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. On est dans un système qui nous est qu'on n'a pas choisi, tout simplement. Et donc, vraiment, la question de base qu'on s'est posée, c'est comment on peut faire de l'alimentation un sujet démocratique, un sujet dont les citoyens peuvent s'emparer pour exprimer justement leurs voix, leurs aspirations, leurs désirs, qui ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde, mais avec cet enjeu justement de passer de jeu à nous et de collectivement essayer de se dire on peut s'emparer de ce sujet, même s'il est complexe, même s'il est multidimensionnel, même s'il y a plein de questions qui peuvent se poser, en fait c'est possible de s'y intéresser, de s'en emparer et d'avoir un avis, une opinion sur les questions d'alimentation. Et on a été largement inspiré par une réflexion politique qui est en cours depuis quelques années maintenant et qui est un petit peu remontée, on va dire, en ce moment dans les médias, etc., qui est celle d'une sécurité sociale de l'alimentation. Donc, est-ce qu'on peut aujourd'hui penser à faire de l'alimentation une nouvelle protection sociale ? C'est pas trop dans l'air du temps, la protection sociale, donc ça peut paraître un petit peu, à contre-temps, mais justement, c'est aussi se remémorer que, par exemple, la Sécu, notre carte vitale, c'est une des grandes conquêtes sociales du XXe siècle. Ça a été possible. Alors, c'est devenu autre chose que ce que c'était au départ, on va dire, historiquement, mais c'est quand même né des capacités d'auto-organisation des travailleurs, à ce moment-là, qui ont fait advenir cette sécurité sociale. Donc, c'est aussi, je pense que c'est un peu le thème du livre et de la démarche de Karine et de Foodwatch. Comment on fait face un peu à cette impuissance, au fait de dire en fait on peut rien faire parce que tout est compliqué, tout est trop grand, trop gros, trop large. Et en fait la caisse alimentaire commune de Montpellier, c'est cette idée de dire on peut se réapproprier les choses, on n'est pas les seuls à le faire. Le terme de démocratie alimentaire, il a été proposé par un chercheur anglais qui s'appelle Tim Lang et qui était là pour décrire finalement tous ces mouvements citoyens qui sont à l'œuvre depuis longtemps autour de l'alimentation et qui visent justement cette réappropriation citoyenne de la question de l'alimentation avec une dimension de lutte extrêmement forte derrière, parce que c'est bien, lui, Tim Lang, il parle d'une lutte titanesque entre les forces du contrôle et la pression démocratique. Donc c'est vraiment cette idée qu'on peut reprendre du pouvoir sur notre alimentation, sur les systèmes alimentaires qu'il y a derrière. Souvent, on parle de lutter pour une alimentation plus durable. Par exemple,
exemple, derrière le terme durable, bah oui, il y a les questions de santé, il y a les questions d'environnement, de nutrition, il y a les questions sociales, d'inégalité sociale, mais il y a aussi les questions économiques et politiques, c'est-à-dire qui décide finalement de la manière dont on se nourrit, qui est quand même une des choses peut-être les plus, enfin pas les plus, mais qui fait partie des choses très très importantes de nos vies, et pas uniquement pour rester en vie, se nourrir, pour pouvoir se lever le matin. L'alimentation, c'est ce qui nous rattache aussi à notre histoire, à notre culture, à nos aspirations, à ce qu'on est. C'est vraiment voilà, quelque chose de fort dans nos identités individuelles et collectives. Donc voilà, donc cette expérience s'est montrée qu'on peut faire de la démocratie autour de l'alimentation. Comme a dit Michaëlé, ben voilà, personne n'est plus bête que l'autre et qu'on peut vraiment s'emparer de ces questions-là. C'est ce qui s'est passé pour l'expérience de Montpellier. Après, bon, je ne vais pas trop m'attarder parce que je crois qu'on a déjà pas mal parlé et je crois qu'après il y a un temps de questions. Vous dire aussi qu'on fait un travail scientifique autour de cette expérimentation. On est à peu près une dizaine de chercheurs à participer à l'expérience, à l'observer aussi pour rendre compte de ce que ça produit. Et alors, ça peut paraître presque, évident, mais oui, garantir un budget dédié à l'alimentation dans chacun des foyers participants, eh bien oui, voilà, c'est le scoop, ça réduit la précarité alimentaire. Ça réduit la précarité alimentaire pas uniquement en termes de quantité de produits, mais ça vient agir aussi sur la qualité de ces produits. Et quand on dit qualité, bah oui, il y a cette question d'un mieux-être, se sentir. Alors nous, on n'a pas aujourd'hui les moyens de mesurer les impacts en termes de santé, ça demanderait des protocoles beaucoup plus importants, mais les données qu'on recueille, c'est oui, je me sens mieux, oui, j'ai moins mal au ventre, oui, c'est plus facile de m'occuper des autres dimensions de ma vie quand j'ai la certitude que je vais avoir un budget alimentaire garanti le mois prochain. Parce que qu'est-ce qui caractérise la précarité? C'est cette incertitude. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et ça va générer un stress, une angoisse, de la culpabilité, voilà, une série de sentiments, en fait, d'émotions qui vont aussi impacter la vie des personnes beaucoup plus largement que par rapport à ce qu'il y a dans leur assiette. Donc oui, on a pu vérifier à travers les enquêtes qu'on a menées que cette MONA, cette caisse, elle vient répondre à cette précarité. Et j'aimerais aussi parler de toute la dimension du plaisir autour de l'alimentation, qui est non négligeable, quel que soit notre niveau de revenu, et de parler aussi de la sociabilité, du lien social. En fait, on est en France, notre modèle alimentaire est beaucoup basé sur le fait de manger ensemble et tous les liens qu'on peut créer autour de ça. Et quand on est privé en fait de cet accès à une alimentation respectueuse de nous-mêmes finalement et de notre identité, on est aussi coupé des liens qui vont avec. Et ça, c'est quelque chose qui fait autant de mal finalement que la malbouffe aujourd'hui. Donc c'est aussi remettre cette question du lien social, de la lutte contre l'isolement, et qui passe aussi par l'alimentation, pas que, mais qui passe aussi par là. Et on a eu beaucoup de données aussi là-dessus, sur comment finalement le fait d'avoir accès à une meilleure alimentation, ça me permet à nouveau d'inviter, ne serait-ce que d'accepter une invitation, parce que je peux ramener quelque chose, etc., etc. Enfin voilà, tout ça, c'est des choses qui sont peut-être un peu moins visibles, mais qui en fait qui ressortent énormément dans cette expérience. C'est fini. Ouais. En tout cas, si vous vous intéressez à l'expérimentation de la caisse, on a produit un certain nombre de documents qui sont accessibles en ligne et qui relatent un petit peu tous les résultats. Là, on va continuer donc avec une deuxième phase d'expérimentation pendant les 2 prochaines années. Donc, n'hésitez pas à suivre ce qu'on fait et à en parler, parce que on est, et ça c'est quand même important de le dire, je suis désolée, mais en fait, on est quand même dans un moment où il y a un mouvement qui se crée autour de cette idée de sécurité sociale de l'alimentation. Quand on a commencé il y a 2-3 ans, franchement, c'était vraiment le sujet de niche, comme on dit. Aujourd'hui, il y a énormément de groupes locaux, d'expérimentations qui se montent dans beaucoup de villes, mais aussi de campagnes. Voilà, c'est pas que un truc urbain, etc. C'est vraiment quelque chose qui embarque, qui fait du bien, qui donne envie aux gens de s'engager. On a aussi besoin de ce moteur d'engagement, et la SSA, Sécurité sociale de l'alimentation, en est un. Et quand on a témoigné sur les résistantes, sur le Larzac l'été dernier ou il y a 2 ans, je ne sais plus, quelqu'un a dit pour une fois ça fait du bien de lutter pour quelque chose et pas que contre quelque chose. Donc cette idée d'avoir quelque chose comme ça, comme je dis, un horizon mobilisateur, c'est vraiment très important. Je ne sais pas si
si on aura un jour la sécurité sociale de l'alimentation en France. Pour l'instant, j'en doute un peu. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui motive, qui crée de l'engagement, qui crée de l'envie pour voilà, vraiment tout type de personnes. Parce que finalement, des fois, on nous dit « Ah, mais quand même, c'est un peu compliqué, votre truc, des cotisations, des choses. Hein. » Et en fait, quand on dit une carte vitale de l'alimentation, c'est pas très compliqué, en fait, et tout le monde le saisit très, très bien. Voilà, donc merci beaucoup. Le problème aujourd'hui, c'est quand même ce système de domination qu'il faut dénoncer. Et moi, j'entends tous les jours, dans notre travail à Foodwatch, mais partout, j'entends tous les jours mettre la responsabilité, encore une fois, sur les gens, sur les individus. Donc, bien sûr qu'il y a des choses et des gens qui essaient de mieux faire les choses, et c'est tant mieux. Mais avant tout, il faut quand même tordre le bras de ce système qui écrase, qui domine et qui crée des inégalités de toutes pièces, alors que, franchement, ce n'est pas une fatalité. Ce que je veux vous dire, c'est que la partie 1, elle décrit ce qui ne va pas. Okay, et donc, il y a beaucoup de références. Il y a aussi, vous faites référence là aussi à des documentaires. Merci en effet à des journalistes d'investigation hors pair qui font un boulot formidable. On a besoin des scientifiques, mais on en a besoin aussi. Merci Stéphane Aurel d'être là. Et il y en a beaucoup d'autres qui sont cités dans le livre. Pourquoi? Parce que c'est évidemment un travail collectif. Moi, j'ai voulu réunir ça. Je vous le dis, je reverse les droits à Foodwatch. J'ai rien à y gagner, si ce n'est de faire avancer le schmilblick, parce qu'on a besoin de se serrer les coudes et effectivement de changer ce système. Et je veux redire aussi que les agriculteurs, les agricultrices, la plupart, ils y sont pour rien. De même que les gens qui souffrent, qui sont confrontés à de la précarité, qui sont confrontés à des difficultés de santé, ils n'y sont pour rien. Et donc, dans ce qu'on demande, qui est juste en fait le b.a.-ba de faire advenir des droits fondamentaux, bien sûr qu'il faut accompagner aussi les industries, les acteurs, tout le monde, en fait, les agriculteurs, agricultrices, dans une transition pour sortir d'un modèle qu'on leur a finalement imposé dans les années 60. Donc bien sûr qu'il faut accompagner tout le monde et qu'il faut culpabiliser personne, mais commençons par obliger ceux qui sont responsables au milieu et qui jouent à pas vu, pas pris, à rendre des comptes et à arrêter de faire n'importe quoi au détriment de l'intérêt général, de la santé et de nos écosystèmes. Donc la première partie, c'était vraiment pour faire le constat hyper documenté, factuel, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce qui ne va pas et c'est quoi le constat aujourd'hui de la double peine pour les personnes dans la précarité, de l'impact sur la santé de ce système de malbouffe contrôlé par quelques-uns. La deuxième partie, c'est pour décrypter. D'autres l'ont fait avant moi, des experts comme Serge et beaucoup d'autres. Mais j'avais envie, en fait, en tant que citoyenne, de partager aussi avec vous les coulisses de ces années d'expérience, ces années aussi dans les ministères, ces années face à des lobbies. Qu'est-ce qu'on en retire, en fait? Et de vous embarquer avec moi. J'espère que c'est écrit de façon un peu vivante pour vous embarquer, quoi. J'ai envie de vous embarquer, ça se sent. Et de partager aussi avec vous, ça ressemble à quoi et comment on en arrive là et finalement qui contrôle quoi et c'est quoi les rouages de ce bazar, quoi. Et ça va nous aider à trouver des clés. Et la troisième partie, c'est en effet pour dire attention, parce que, et je commence le livre comme ça en disant je suis en colère, j'aime pas trop cette émotion, mais je vous le dis, plus on décortique, plus on voit les injustices, plus on voit ce système totalement inégalitaire, plus évidemment qu'on est en colère parce que c'est légitime. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette colère? Donc la première chose, humblement, c'est quand même faisons attention au risque du repli sur soi qui pourrait être un premier réflexe. C'est pas en se tapant les uns sur les autres qu'on va résoudre quoi que ce soit et certainement pas en jouant nous-mêmes à diviser pour mieux régner, qui est déjà la stratégie que les dominants veulent nous imposer. Donc diviser pour mieux régner, c'est fini, on va s'unir. Et du coup, dans les choses, Elisabeth, merci de ta question. En fait, il y en a plusieurs. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que déjà, la plupart des solutions, elles sont dans les problèmes. En fait, quand on a 330 additifs, dans des additifs dangereux pour la santé, que ça nous prend des années pour les faire interdire, alors que c'est simple. La solution, elle est dans le problème. Tu as trop d'additifs, il y en a qui sont dangereux pour la santé, l'industrie peut s'en passer, on le voit avec le jambon sans nitrite, et tu t'en passes, tu l'interdis, c'est tout en fait. Donc en fait, il y a des problèmes qui sont créés de toutes pièces par cette industrie et ce modèle, alors qu'il suffirait de ne pas les créer. Et là où ils ont été créés, on revient en arrière, on les interdit. Ça va déjà résoudre une partie des problèmes. Et comme je dis toujours, si on doit prendre les additifs et les pesticides un par un, on les prendra un par un, c'est pas grave. On est très déterminés, Foodwatch et tous les alliés, tous les collègues et toutes les autres associations.
Ensuite, la deuxième chose, et c'est vraiment ce que j'ai voulu relayer dans la troisième partie, et vraiment j'espère juste que ce sera inspirant, c'est pas moi, c'est des exemples comme des choses qui sont déjà faites en fait par des citoyens, des citoyennes sur le terrain, sur la démocratie alimentaire, mais aussi dans d'autres domaines. Donc j'essaie de raconter quelques exemples de mobilisation, quelques ouvrages aussi qui moi m'ont marqué, comme Gloria Steinem que je mentionne, plein de choses en fait de mobilisation récentes ou moins récentes, mais desquelles on peut tirer des choses qui vont peut-être nous inspirer, nous mettre en mouvement. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, face à ces injustices, il y a une chose que je ne sais pas faire, c'est rester immobile et accepter sans rien dire. Alors, au moins, mettons-nous en mouvement. Voilà. Alors merci infiniment d'être là. Et un livre, je sais pas ce que ça peut faire, mais ça peut être un outil de plus. Et tant mieux si ça peut faire des des émules, des partages, des discussions, du débat, informer, comme dit Laure-Hélène. Comment tu dis, savoir ses pouvoirs, donc informer, partager, documenter, débattre, inspirer. Et puis la suite, elle reste à inventer. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, c'est une non-conclusion à la fin. La suite, elle reste à inventer. On peut inventer, nous, la société qu'on veut, plus juste, plus durable, plus solidaire aussi. Donc, faisons ça ensemble. Et vraiment, j'adore ce lieu. Priscilla, merci infiniment. Ce consulat, il est génial et tellement créatif. Je suis venue voir une chose ou deux ici dernièrement. Venez. Merci encore, Laure-Hélène, pour ta confiance. Bon, je dois vous faire une confidence. Je ne sais pas si elle va être contente que je le dise, mais elle m'a proposé d'appeler le livre « Manger-tu » à un moment. Je ne sais pas qui a eu l'idée là. Et je vous avoue que justement dans ce combat culturel, dans ce combat pour faire advenir quelque chose de plus juste, de plus clair, de plus durable, de plus solidaire, je pense qu'il y a un danger. Et c'est ce que je t'ai répondu, Laure-Hélène, c'est que je veux surtout pas que qui que ce soit pense que nous jouons sur les peurs ou exagérons. Pas du tout en fait. Le constat, il est dramatique, il est injuste, il est inacceptable factuellement. Et donc, j'ai eu peur que ce titre donne l'impression de vouloir un peu trop surjouer le truc. Et en fait, on ne surjoue rien du tout. On explique quelque chose qui n'est pas acceptable et c'est pour ça qu'on va le changer. Voilà, j'arrête là parce que celles et ceux qui me connaissent, et il y en a beaucoup ce soir, savent que je peux tenir le micro toute la nuit en fait. Donc, Emma. Pour les étudiants, en fait, ça fait partie de ce droit fondamental à l'alimentation saine pour toutes et tous. Et donc, bien évidemment que les étudiants, au même titre que les personnes dans la précarité, au même titre que... Et en fait, c'est ça aussi, c'est pour ça que c'est puissant, l'alimentation, pour parler de cette société injuste et de comment on la répare et comment on crée autre chose. C'est que les minorités, les personnes qui sont plus marginalisées dans notre société, ce sont aussi celles qui souffrent le plus du manque d'accès à cette alimentation saine et durable. Donc, bien sûr qu'il faut un accès privilégié, bien sûr qu'il faut à la fois un prix juste de cette alimentation pour les producteurs, les productrices, et un prix abordable pour les personnes, et on arrête de les appeler consommateurs, consommatrices aussi, pour dire que c'est plus, pour les personnes qui ont besoin d'accéder à cette alimentation. Donc bien sûr qu'il faut des solutions, il n'y en a pas suffisamment aujourd'hui, ça fait partie des combats qui sont essentiels. Et merci infiniment, et surtout, alors Laure-Hélène, je vais te repasser le micro, mais je veux redire à quel point, en fait, pourquoi j'ai voulu inviter Hélène Coquelicot, qui du coup va nous faire vraiment le plaisir de venir chanter 2 chansons, c'est que dans tout ça, et moi ça fait plus de 20 ans que je suis engagée pour plus de justice sociale, environnementale, plus de solidarité, et franchement c'est fatigant, c'est fastidieux, mais c'est pas grave, on va jamais lâcher, mais on a besoin d'un truc qui a un mouvement là, qui nous apporte et que je trouve hyper enthousiasmant et inspirant, c'est les artivistes. Et alors artiviste, c'est la contraction, vous avez compris, d'activiste et d'artiste. Et moi, je me suis souvent dit qu'on manquait d'artistes engagés. Et là, il y a des artivistes qui, je vous promets, nous montrent un peu aussi le chemin, redonnent de la joie, redonnent de l'inspiration. Et moi, j'en ai besoin, ça me fait un bien fou et j'ai eu envie de le partager avec vous. Et donc... Coquelicot, merci de le partager avec toutes et tous ici et de nous faire cette amitié. Je ne sais pas où t'es, mais viens. Merci infiniment, Serge. Merci, Michaëlé. Merci beaucoup, Pauline. Merci d'avoir été là.
Je vais vous raconter quelque chose. J'étais en dépression, je trouvais plus de sens à ma vie. Et j'ai rencontré le militantisme, j'ai rencontré le collectif, j'ai rencontré d'autres humains comme moi, qui ont valorisé mon potentiel, qui m'ont dit vas-y, nous on y croit avec toi, en toi. Tout ce que dans la société, moi en plus j'étais comédienne, donc toutes les autres pouvaient être des concurrentes potentielles. Et j'ai vraiment rencontré des alliés de partout. Et ce nouveau récit-là, finalement, on parlait de bataille culturelle, mais en fait, c'est pas parce que j'ai grandi dans un monde où on m'a dit qu'il fallait être en concurrence et que les autres allaient prendre ta place et qu'il n'y avait pas assez de place pour tout le monde, qu'en fait, j'ai pas la chance aujourd'hui de découvrir que c'est pas du tout ça. Nous sommes la manifestation de l'immensité de notre union. Nous sommes ces graines de coquelicots qui sèment partout révolution. Nous sommes cette aube qui ose croire quand elle se lève en son pouvoir. Nous sommes ce demain dont on rêve et qui nourrit tous nos espoirs. Nous sommes l'épaule sur laquelle tu pourras toujours t'appuyer. Crois-moi, c'est toi qui m'aides encore aujourd'hui à me redresser. Nous sommes la naissance d'un élan qui aime l'humain et le défend. Nous sommes la mémoire des ancêtres. Nous sommes la blessure d'un seul être. Nous sommes l'avenir que l'on espère, alors je veux voir tous les cœurs en l'air. Nous sommes la danse dans le chaos. Nous sommes ce qui nous reste de plus beau. Nous sommes ce demain dont on rêve. Nous sommes pour écraser l'infâme. Nous sommes l'amour. Cette fois, on gagne. On gagne dans le collectif. Alors, merci Karine. C'est bon ? Il était une fois une comète. Une alien qui, sur une comète, allait retrouver son amoureuse, son amoureux sur Terre et lui proposerait, je ne sais pas quelle conjugaison mettre, désolée, de changer le destin, de changer demain. Ça va ? De quelle planète viens-tu? Ça semble si beau là-bas. Moi j'y ai toujours cru quand sous le sein ça va. Mais de quelle espèce es-tu? De celle qu'on connaît pas. Tu es mon jamais vu, de ceux qu'on n'oublie pas. Un peu plus de voix, s'il te plaît. Si j'étais une comète, je graviterais sans fin. Mon petit corps céleste dessinerait le chemin, filerait à toute vitesse, nous inventer demain, me changerait en déesse. Pour toi, mon magicien, et j'envoie dans l'univers cette lettre, ce refrain. Si tu crois au destin, tu vas changer le mien. Les étoiles me promettent qu'on se croisera demain. Si tu crois au destin, tu vas changer le mien.
qu'il y a en nous. C'est tout ce qui peut nous rapprocher vraiment, avoir l'impression que quelque part, j'habite aussi en elle, en toi. Tu as un message, Léo. Tu as un deuxième message. Je ferme. Et tout ce monde du sensible, tout ce qui se voit pas, mais tout ce qui se transpire chez les uns, les unes et les autres, c'est ce qui nous maintient vivantes, je crois. Voilà. La prochaine chanson s'appelle Orage. Parce que j'aime quand la rage est au service de l'amour. Et tu peux y aller, Léo. Merci. Ça va, vous entendez bien? Pour ça, on peut remercier Léo, Oscar, Priscilla, toutes les personnes à la technique, dans l'ombre. Merci. Chante avec moi. Mais qu'il gronde cet orage, celui qui nous rassemble, pour qu'à notre réveil, on voit comment on se ressemble. Ouais, j'ai peur, donc je lutte, face au vent des lobbies, face à tout ce déni. Cette hypocrisie me bute, un tonnerre dans ma tête, une tempête de pensées, embrouillée de peut-être. Suis-je prête à lutter? Je veux donner tout mon être pour le monde d'après. Pas question de les laisser plus longtemps ravager. En moi, cette rage au milieu de l'orage, mon ami, on ira jusqu'au bout. Pour nous, cette rage au milieu de l'orage, mon ami, on ira jusqu'au bout. Ne plus baisser les yeux, attendre et condamner. Je dois tenir tête à ceux qui pourraient tout changer. Dans nos failles, dans nos peurs, dans nos joies, nos bonheurs, c'est ce doute qu'on combat. Toi et moi, ouais, y a notre maison qui brûle. Est-il encore temps pour choisir mon futur? Je dois élire mon présent, c'est de plus en plus dur. Les conséquences m'effraient, mais il y a une chose dont je suis sûre qui me permet de me relever. C'est voir en nous ce courage au milieu de l'orage qui nous prépare. Mes amis, je sais qu'on va aller jusqu'au bout en fait. Alors qu'ils voient bien notre rage au milieu de l'orage. Mes amis, on ira jusqu'au bout. C'est tout en fait. Vous pouvez clapper toute votre colère, tout votre amour. Cette rage au milieu de l'orage, mon ami, on ira jusqu'au bout. Cette rage au milieu de l'orage, mon ami, on ira jusqu'au bout. Pour nous, cette rage au milieu de l'orage, mes amis, on ira jusqu'au bout. C'est tout. Merci Karine, je t'aime fort. Merci d'exister. Merci à vous pour votre écoute, vos actions, votre amour, on est ensemble. Merci.